philosophes anciens ont parlé de l'âme. On parle même de l'âme du monde. Anima mundi. On parle même aussi d'un monde rempli d'âme. Donc, de quoi parlons-nous? On parle d'une vie. On parle de quelque chose qui dynamise l'existence, qui dynamise tout ce qui est vivant. Mais lorsque l'on parle d'âme aussi, nous pourrions donc rentrer dans la confusion. Par exemple, aujourd'hui, ce n'est pas si évident que cela de faire la distinction entre âme et esprit. Nous n'allons pas forcément poser la question est-ce que l'âme existe? Parce que là, ça veut dire qu'on en a pour jusqu'à minuit. Donc on veut essayer de créer un chemin pour que nous puissions par la suite réfléchir ensemble. Aussi, l'on dit que tout part de soi. Tout à l'heure, Sarah nous disait nous sommes dans une crise sans précédent. Absolument. Et l'on dit que pour faire face aux situations de la vie, tout part de soi. Alors quand on dit tout part de soi, mais de quoi parlons-nous? Parce que ça veut dire aussi que nous devons apprendre à réfléchir. Mais qui réfléchit en nous? Mais aussi, qui sent, qui ressent justement tout ce qui se passe à l'heure actuelle? Ou ce soir même, qu'est-ce que l'on sent dans cet espace? Qui pense? Mais qui aussi est parfois triste en nous. Donc ce sont des aspects que nous allons essayer, en tout cas avec Denis, de détricoter pour voir si on peut faire un bout de chemin ensemble vers l'âme. Alors déjà, j'ai dépassé mon temps. Alors, je vais poser, donc je pose toutes ces questions à Denis, et puis ensuite il va m'en poser d'autres. Bien, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Je vais partir du titre qu'on a choisi, Éloge de l'âme. Normalement, lorsqu'on fait l'éloge de quelque chose, éloge de, c'est qu'on pense ou qu'on est certain ou convaincu que c'est quelque chose d'important. Éloge de quelque chose d'essentiel, éloge de quelque chose qui est important. Donc là, éloge de l'âme, le sujet, c'est l'âme. Il faut qu'on la définisse. Je propose que nous ayons comme perspective de commencer par une définition de l'âme et de finir par l'éloge. Comme ça, on saura de quoi on fait l'éloge. Je vais le faire de manière très synthétique dans cette partie. L'âme, d'un point de vue historique, est très importante. Je dis d'un point de vue historique. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, les civilisations, les cultures, on voit que l'âme est toujours présente. Maintenant, il faut regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, l'âme n'a plus la même importance que ce qu'elle a eu dans le développement des cultures et des civilisations. Par exemple, du point de vue de la science, l'âme n'existe pas. Du point de vue de la philosophie, pas non plus, ou très peu. Par contre, oui, on peut la retrouver dans le sens de la religion et du métaphysique. Et quand on regarde ce qu'on a fait du métaphysique, on dit qu'aujourd'hui, le métaphysique est déconnecté du réel. À quoi ça sert? À pas grand-chose. Et quant aux religieux, aussi, la religiosité est de nos jours pas quelque chose qui est vraiment très compris. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation qui est réduite, relativement à l'âme. Ainsi, les textes qui sont les textes anciens, les textes des cultures, des civilisations, dans l'histoire de l'humanité, l'ensemble des perspectives spirituelles qui sont développées avec des détails ont toutes été réduites à un seul mot, âme. Nous avons un problème de vocabulaire. Si l'âme se rapporte, selon ce qu'on voit avec les textes et les traditions, les cultures de l'humanité, à toutes les conceptions, toutes les expériences, tout le vécu spirituel, avec un langage qui est très riche, eh bien nous, on a un langage qui est très pauvre. Parce que pour parler d'intériorité, qu'est-ce que nous avons comme mot que quelques-uns en âme ou esprit? Il y a un phénomène de réduction aussi au niveau du contenu. On a
vu que dans les textes, il y a quand même des choses qui sont très intéressantes. On parle de valeurs, on parle de l'être humain, on parle de son développement, on parle de sa destinée, avec un langage qui est très riche parce que ça répond à une expérience. Donc on a pris les éléments qui sont positifs, c'est-à-dire les valeurs, je le fais d'une façon synthétique, et puis on a sorti ces valeurs du contexte d'une vision de l'être humain, où l'âme est présente, avec des nuances qui sont très extraordinaires, pour le mettre dans la psyché, c'est-à-dire dans le psychisme. Alors aujourd'hui, tout ce qui appartenait à l'âme dans les traditions spirituelles d'Orient et d'Occident de l'humanité se retrouve transporté dans une notion qu'est le psychisme. On va développer peut-être ça ultérieurement, mais en tout cas. Et le psychisme, c'est à la fois alors l'âme et en même temps l'esprit. Donc il y a une sorte de confusion par rapport au texte ancien où tout est à peu près mélangé. Ainsi, chez Freud, l'âme est une métaphore pour l'appareil psychique. Alors, je ne vais pas développer, mais vous savez ce que c'est qu'une métaphore? C'est utiliser un mot pour désigner autre chose, dans une relation d'identité. Donc, ça veut dire que l'âme, du point de vue de l'approche de Freud, c'est un appareil. Alors voilà, ce qu'on va faire maintenant, et je ne vais pas prendre trop de temps non plus, c'est que je vais faire comme un petit panorama de qu'est-ce qui nous est dit au sujet de l'âme, de façon à ce que chacun se situe quelque part, parce que, avant toute chose, c'est une résonance intérieure, comme on aura l'occasion de le voir. Alors, au XVIIIe siècle, siècle des Lumières, la fameuse encyclopédie qui a pris 20 ans pour pouvoir être réalisée, il y a un thème qui est développé sur l'âme. On ne va pas en parler là, parce que je vais tout de suite toucher un autre thème qui s'y trouve, c'est la question, les animaux ont-ils une âme? Alors vous savez qu'on a des définitions de l'animal comme étant une chose, même aujourd'hui, hein. Une chose, l'animal c'est une chose. Alors c'est une chose qui est dotée mais pas d'âme. Bien. Donc là, je vais vous faire une référence avec la théorie cartésienne. La théorie cartésienne à ce sujet, c'est l'animal-machine. Voilà. Donc c'est la considération de l'animal comme étant une machine, comme étant un objet. Hein. On dit encore aujourd'hui que l'animal, c'est une chose vivante. Vous voyez qu'on est assez loin d'une appréciation dans laquelle on pourrait reconnaître que c'est une entité avec quelque chose qui pourrait être relié à l'âme. Alors, cette théorie cartésienne aboutit à une vision que je vais résumer ici. Les bêtes ont bien une âme de la même matière que celle de l'homme, la même matière que celle de l'homme. L'âme est une machine, elle n'est qu'une manière de nommer les mouvements du corps. Ça rentre dans ce qu'on appelle le matérialisme mécaniste. Voilà, on a donc une définition déjà de l'âme. Mais là, je vais donc profiter. On aime. On aime, hein, c'est déjà pas mal. Enfin, là, que chacun doit pouvoir s'identifier après avec ce qu'il veut. Hein, soyons. Je vais vous citer un texte de Jean Prieur, qui était professeur et écrivain. Enfin, il l'était parce qu'aujourd'hui il est décédé. Il a écrit un livre qu'on peut trouver, éditeur Robert Laffont, en 1986, qui s'appelle L'âme des animaux. Pourquoi je vais vous lire ce texte-là? Parce qu'en parlant, dans sa réflexion, de l'âme des animaux, il va donner des éléments qui sont des définitions qui sont tout à fait intéressantes par rapport à l'âme. Soyez attentifs parce qu'il y a un certain nombre d'éléments. Il va essayer de répondre à la question, est-ce que l'animal a une âme? Si l'on entend par âme la partie incorporelle de l'être, donc voilà les définitions, l'âme comme partie incorporelle de l'être, le siège de la sensibilité, de l'entendement et de la volonté, voilà encore une autre définition, la source des pensées, des attachements et des passions, le sujet de toutes les modifications affectives et intelligentes de la conscience, oui, les animaux ont une âme. Bon, on pense à ça, mais nous on a quand même aussi une définition intéressante au niveau de l'âme. Si l'on entend par âme le courage,
les sentiments élevés. Voilà donc d'autres définitions. Les instincts généreux d'une individualité considérée du point de vue moral. Oui, les animaux ont une âme. Et enfin, presque, si l'on entend par âme un principe immatériel, mais cependant, un principe immatériel, mais cependant subtil et substantiel, se séparant du corps à l'heure de la mort, si l'on entend par âme un double de l'être à la ressemblance du vivant qu'il fut, et lui permettant de continuer à vivre dans un autre monde, oui, les animaux ont une âme. Je dirais plus, l'animal est une âme, animal est anima. Alors bon, on peut penser ce qu'on veut par rapport à son affirmation quant à ce que l'animal est une âme, mais il a bien défini ce qu'on entend par âme. Alors c'est déjà un texte qui, quelque part, nous éclaire. Je peux continuer quand même aussi un petit peu pour donner aujourd'hui la perspective rapidement. Je te remercie. Je vais citer un professeur, écrivain, conférencier, biologiste, québécois, comme ça on est entre nous, qui est Sybille Barrett, qui a reçu un prix en 2007, qui est le prix Sceptique. Il a écrit un livre récent, en 2020, qui s'appelle « La vraie nature de l'être humain ». C'est pas vrai, je viens de déformer le titre. Le titre, c'est « La vraie nature de la bête humaine ». Donc on voit déjà une approche, et pourquoi pas, il faut lire, il faut se renseigner. Il dit notamment que nous, êtres humains, nous existons, ça c'est vrai, nous existons pour rien et sans raison. Bon, tout de suite, ça nous donne quand même une perspective de philosophique assez ouverte. Voilà ce qu'il nous dit de l'âme. Alors pourquoi pas, c'est peut-être une définition que certains d'entre nous, on va adhérer, pourquoi pas. Il faut qu'on ait quand même aussi des définitions pour se situer. L'âme est un mot qui désigne une idée inventée pour représenter la sensation d'être habité par une existence, par une conscience. Bon, voilà. Au niveau des neurosciences, la pensée et le comportement, ça c'est au niveau de la neuroscience, pas forcément de toute l'étendue de la neuroscience, la pensée et le comportement sont causés par les processus physiques se déroulant dans le cerveau. Autrement dit, l'âme aussi est un résultat de ces processus physiques qui se déroulent dans le cerveau. Bon, voilà encore une définition. Vous voyez que c'est comme une L'action chimique. La théorie quantique des champs, voilà encore une autre. La conscience, c'est-à-dire l'âme, est une composition d'atomes et d'électrons qui nous dotent de notre esprit. Encore une autre approche. Donc voilà un peu ce qu'on peut avoir comme déjà élément d'approche au niveau de la définition. Point de vue philosophique. D'ailleurs, tu avais dit, parce que tu as posé la question si les animaux avaient une âme, mais aussi au Moyen-Âge, la question a été posée, mais pas seulement pour les animaux, mais pour les femmes. Et le comparatif était très bon parce que c'était est-ce que les femmes et les animaux ont une âme? C'était charmant, vous voyez. Mais est-ce qu'ils pensaient que l'homme avait une âme? Qui posait la question? Il faut qu'on fasse attention parce que quand on regarde, et merci pour ça Denis, parce qu'il y a dans les époques de l'histoire, nous sommes quelque part reliés à une époque, à une partie de l'histoire. Et on aurait tendance à penser, ah ben si tout le monde dit ça, c'est que c'est vrai, n'est-ce pas? On le sait maintenant. Si c'est écrit sur Internet, c'est que c'est vrai. Si c'est écrit dans le journal de Montréal, c'est que c'est vrai. Donc on est aussi dans une ambiance de société et ce que nous aimons à Nouvelle Acropole, c'est de remettre en question pour que nous puissions trouver des voies intérieures, des voies dans le sens de voies VOIE, pas VOIX, mais un chemin à l'intérieur de nous pour pouvoir réfléchir et saisir ce qui se passe aussi en nous. Alors mes enfants, alors c'est ça ce que je veux quand même dire, c'est qu'aujourd'hui, faire l'éloge de l'âme, il faut d'abord savoir de quoi il s'agit. Et en plus, il faut que chacun d'entre nous, nous ayons une possibilité de nous identifier en tant qu'être humain à une de ces définitions. Donc là, l'objet n'est pas de dire voilà ce qu'est l'âme,
L'objet, c'est de dire, écoutez, dans ce qu'est l'expérience humaine, dans ce qu'est la destinée humaine, cette notion-là, elle est constante au niveau de l'histoire. Il y a âme. Bien. Alors maintenant, l'importance historique, voyons-la. C'est une importance historique qui est majeure, parce que lorsqu'on fait l'étude des civilisations et qu'on parle de l'âme, ou qu'on cherche à comprendre les messages qui nous sont transmis, on l'a au travers du symbolisme, on l'a au travers de la mythologie, on l'a au travers de tout ce symbolisme qui a fait culture, de tout ce symbolisme qui a fait civilisation. Et donc l'âme n'est pas simplement qu'un concept, l'âme n'est pas simplement qu'une idée, l'âme est aussi, de ce point de vue dans les civilisations, une expérience qui a fait culture, qui a fait civilisation. On pourrait en parler longuement. Nous avons dans nos activités, pour les gens qui sont intéressés, des matières comme symbolisme comparé, où passant dans les diverses traditions, on se rend compte qu'effectivement, il y a une vision de l'être humain dans laquelle l'âme est présente, et vraiment présente comme quelque chose d'autre qu'une sorte d'agitation cellulaire basée sur les transformations chimiques. Je peux croire ça, pourquoi pas? Chacun peut croire ce qu'il veut. Mais c'est évident que en fonction de ce en quoi je crois, il y aura un chemin de vie qui sera spécifique, qui sera défini. Donc, si on parle, si tu veux, de la définition de l'âme, ça vient du latin anima. En grec, c'est psyché, en latin, c'est anima. Anima va donner des mots comme animation, va donner des mots comme animé. Donc, de ce point de vue-là, l'âme est un principe d'animation. C'est-à-dire qu'il est directement relié à la vie. Ainsi, quelque chose qui est animé est vivant. Quelque chose qui est inanimé n'est plus vivant. C'est un principe qui est rattaché directement à ce grand mystère de la vie que, dans une approche aussi contemporaine et plus matérialiste, on va dire, se résume à un mécanisme physico-chimique. La vie est de ce point de vue, un mécanisme physico-chimique. Vous voyez, c'est-à-dire que tout vient de là. Tout sort de là. Bon, c'est une vision matérialiste, rien contre, il faut la connaître aussi. L'important, c'est de voir comment est-ce qu'elle résonne. Alors, maintenant, il y a, comme tu le disais tout à l'heure, une confusion qui se fait entre esprit et âme. C'est très difficile. Souvent, on a des questions qui sont posées, mais est-ce que c'est pareil, c'est pas pareil, etc. Alors, ça dépend dans quelle source on se réfère. Mais oui, il y a une confusion. Alors, cependant, il y a, malgré tout, dans ce qui nous est accessible, une définition qui n'est pas si réduite, n'est pas si pauvre, qui nous dit que l'esprit, c'est l'ensemble des facultés intellectuelles. C'est une définition moderne. Quand on veut comprendre l'esprit, c'est l'ensemble des facultés intellectuelles. Et maintenant, alors, par rapport à l'âme, comment est-ce que cette approche qui est un petit peu plus subtile, si j'ose dire, la définit, nous dit que, eh bien, l'âme, c'est ce même esprit, c'est-à-dire ses facultés intellectuelles, plus les facultés morales. Alors, les facultés morales sont rattachées à l'âme. Ainsi, par conséquent, en ce qui concerne l'effet du vécu, comment est-ce que l'expérience de l'âme, même dans cette définition-là, on a donc deux données. Un, l'intellect, l'utilisation du mental, l'utilisation de la pensée, et deux, tout ce qui relève de l'éthique, tout ce qui relève de la morale. C'est dans ce sens, je pense, qu'on peut voir un peu l'approche de comment est-ce que comment elle se manifeste dans l'existence et dans la vie. Cette âme qu'on essaye de cerner. Donc ça voudrait dire, selon ce que tu nous expliques, qu'il y aurait un double mouvement. Il y a quand même à la fois, on pourrait dire qu'il y a des aspects qui changent dans la vie, il y a des vibrations à l'intérieur de nous-mêmes. Par exemple, on peut vibrer devant un beau gâteau au chocolat, par exemple. Alors, il y a quelque chose qui se passe. Mais il y a aussi une vibration au fait d'écouter une musique, de voir une peinture, de lire un magnifique texte. Est-ce la même vibration? Est-ce le même mouvement? Selon les grands philosophes, non, ce n'est pas le même mouvement. On va parler
d'un mouvement ascendant et d'un mouvement descendant. Le mouvement descendant n'est absolument pas péjoratif, évidemment. Mais ce qui peut nous intéresser à nous, c'est comment combiner ce double mouvement. Et c'est pour ça que ça nous amène en fait à la vie de l'âme. C'est animer, donner vie, mais aussi elle a une vie, elle a une vibration. Et nous pourrions nous dire, mais si elle a une vie, donc elle doit être nourrie aussi. Toute vie doit être nourrie. Certains grands philosophes ont expliqué qu'une âme qui n'est pas nourrie devient vide. Et quand l'âme est vide ou se vide, alors on perd son âme. On perdrait son âme. Et si on perd son âme, alors les grands textes d'Orient et d'Occident nous racontent que l'être humain commence à mourir un peu. Intéressant, parce que si elle donne vie et que je ne la nourris pas, qu'est-ce qu'il me reste? La vie physique, la vie mécanique, le fait de manger, de dormir, de ressentir le froid, le chaud. Mais en fait, nous savons très bien au fond de nous qu'il y a autre chose. Il y a un autre mouvement à l'intérieur de nous. Il y a ces grandes questions au fond de nous. Qui nous sommes? D'où nous venons? Pas je viens de Chicoutimi ou de Laval, c'est pas ça là. D'où nous venons en tant qu'être humain? Et aussi, où allons-nous? Et comment nous allons y aller si nous savons où nous allons? Donc ce sont des questions profondes. Comment allons-nous faire pour y répondre? Donc s'il y a une partie de nous qui s'intéresse, comme je disais tout à l'heure, et qui vibre au beau gâteau au chocolat, il y a aussi une partie de nous qui vibre à quelque chose d'autre. Et cette autre partie, et on va le voir tout à l'heure, c'est une partie qui a ce mouvement, qui se laisse inspirer par quelque chose de plus profond, de plus subtil. Cette partie de l'âme, ce mouvement ascendant de l'âme, ne s'intéresse pas aux formes, ne s'intéresse pas aux apparences. Intéressant. Parce que tout à l'heure, on parlait du gâteau au chocolat, là, qui est quelque chose de très concret, mais il y a une autre partie de nous qui veut aller au-delà des apparences, au-delà des formes, qui veut essayer de rentrer à l'intérieur des choses, qui même cette partie de nous voit un arbre, elle voit autre chose qu'un arbre. Que raconte l'arbre? Quel est le symbole de l'arbre? Et c'est aussi pourquoi toutes les civilisations, et si vous avez pu voyager ou si vous êtes allé dans un musée ou dans des musées, vous avez pu voir que les trésors qu'on nous a légués sont des trésors de symboles. Tout est symbole. Le symbole est un langage qui vient directement nous parler à l'intérieur. Même si je n'ai pas fait un cours de symbolisme, comme on le fait ici, mais il y a quelque chose qui résonne en nous. Et même ces 3 cercles qui ont été dessinés sont des symboles. Les yeux sont des symboles. Heureusement, on n'a pas été obligé de cacher nos yeux, parce que là, ce serait terrible. Mais les yeux sont des symboles. Ne dit-on pas qu'ils sont les fenêtres de l'âme? Un regard, c'est tellement important. Et on a beau avoir pu être quand même, garder le contact en Zoom, ce n'est pas la même chose que d'être là en présence. Parce qu'on peut sentir quelque chose. Et même avec les mains, nos mains sont aussi des symboles. Hein? Ce n'est pas la même chose que de faire cela, de tendre la main, ou de faire ça, ou de faire ça. C'est un symbole. Nous sommes un symbole. Notre corps, notre façon d'être, nos gestes, nos paroles, même l'intonation, sont des symboles qui reflètent
ce qui vibre à l'intérieur de nous. Et si ça ne vibre pas, alors retrouvons cette voie-là. Et ça veut dire que nous devons réapprendre les chemins qui vont permettre de nourrir progressivement. Alors, lorsque l'on dit aller à l'intérieur des choses, c'est un effort. C'est un effort. Être philosophe est un effort, c'est-à-dire ne pas simplement se fier aux apparences et aux formes, mais réussir à aller le plus possible à l'intérieur de soi, c'est-à-dire revenir à son centre pour essayer d'établir un contact avec le centre de ce que je suis en train d'observer, de voir ou d'écouter. Parce qu'on ne peut pas forcément dire que le fait de voir extérieurement, ça y est, je connais. Donc il y a extérieur-intérieur. Il y a ce double mouvement. Ce mouvement qui nous ramène à l'intérieur de nous, où nous avons besoin de faire silence pour apaiser tous les bruits qui nous dispersent, qui nous divertissent finalement. Revenir à soi pour pouvoir mieux rentrer à l'intérieur de ce qui se passe autour de nous. Vous voyez comme c'est curieux, parce que c'est curieux et à la fois en même temps fantastique, parce que ça veut dire que ce double mouvement, nous le vivons tout le temps, mais nous n'y faisons pas attention. Et nous en avons besoin de ce double mouvement. Le corps est un vêtement, il est un symbole, et il représente ce qui vibre à l'intérieur de nous. Donc toute la question c'est, mais quelle vie je veux apporter dans ma vie? Comment je veux animer ma vie? Quel sens je veux donner? Comment je vais faire? Comment nourrir ce qui est à l'intérieur? Donc ça ouvre, vous voyez, cette activité de ce soir ne va pas être pour apporter toutes les réponses, oh mon Dieu, toutes les réponses, mais c'est surtout pour ouvrir toutes sortes d'avenues, pour que vous aussi vous puissiez sentir, vibrer, que nous ne sommes pas simplement que des machines. Nous ne sommes pas, moi je ne suis pas comme Denis, vous voyez, il y a lui qui dit ça, elle qui dit ça, etc. Non, non, il y a un senti profond, il y a une intuition, il y a une élévation à l'intérieur de chacun d'entre nous, et c'est à ça que nous devons tous revenir, en fait. Parce qu'on voit bien que le pouvoir sur notre pouvoir, notre destin, semble pas mal pris en main en ce moment. Alors quel pouvoir nous reste-t-il? Le pouvoir de se rencontrer de nouveau, le pouvoir d'être soi-même, peu importe les circonstances. Et ça a toujours été le rôle des grandes philosophies. Et c'est ça qu'on essaye de réinsuffler, de redonner vie à la philosophie, qui n'est pas simplement l'âme et souffle intellectuelle. Exactement. Pneuma. Oh, mais c'est parfait, je vois que c'est magnifique. Bon, il est évident que non, c'est bien, c'est bien. On vient de faire un saut maintenant, on vient de quitter le matérialisme, on va dire. On vient de quitter le matérialisme, on vient de quitter la vision matérialiste pour entrer dans une vision qui voit l'être humain d'une façon tout à fait différente. C'est ce que Catherine vient d'expliquer, ou de présenter plus que expliquer. C'est-à-dire, c'est la réhabilitation de l'intériorité. Il s'agit de réhabiliter l'intériorité comme n'étant pas le produit de l'activité biologique, mais comme étant une dimension à part entière. Et ça, en entrant dans ce champ de cette vision spirituelle, on a tant de patrimoine fondamental à rencontrer pour notre propre découverte, la vision de l'être humain, je vais la dire de manière sommaire, du point de vue matérialiste, l'être humain est un organisme matériel, biologique, duquel toutes les fonctions
naissent du biologique. Par exemple, la conscience naît du biologique, les sentiments viennent du biologique, enfin, tout vient du biologique. Normal, vision matérialiste. Parfait. La vision là qui est développée, c'est que l'être humain est corps, âme et esprit. Corpus, anima et spiritu. Et si vous faites l'étude comparative des grands textes de l'histoire de l'humanité s'intéressant à l'humain, vous verrez que c'est une constante. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est une notion qui est fondamentalement historique. C'est simplement aujourd'hui où on la met de côté. C'est simplement aujourd'hui où on ne s'y intéresse pas. Le patrimoine spirituel de l'humain est extraordinaire, tant en Orient qu'en Occident. C'est pour ça que quiconque raisonne de ce point de vue-là en disant « j'ai une intériorité », je ne suis pas une dimension qui se réduit au biologique, je ne suis pas qu'un corps, je suis d'autres dimensions. Et si jamais il y a cet intérêt-là, il faut bien trouver le patrimoine pour essayer de s'enrichir. Donc à ce niveau-là, je dirais qu'on est dans cette partie qui effectivement est la partie, disons, dans laquelle on cherche alors à rentrer dans la perspective qu'on va qualifier de spirituelle. Quand on a fait le dessin au tableau, ces trois cercles qui sont là sont la représentation symbolique du corps, c'est le cercle qui est en bas, de l'esprit, qui est le cercle qui est en haut, et en intermédiaire, le cercle qui est au milieu, qui est la représentation de l'âme. À ce moment-là, on peut commencer maintenant à donner certaines définitions qui font partie du patrimoine de la spiritualité tant d'Orient que d'Occident. Si je voulais vous fournir juste une petite phrase qui permettrait de toucher l'étendue de ce qu'on est en train de voir, c'est que là, si on focalise sur l'âme, c'est-à-dire ce pont entre le visible et l'invisible, ce pont entre l'intelligible et le sensible, on voit très bien que le cercle du milieu, il a une intersection avec le cercle du bas, il a une intersection avec le cercle du haut, et il a par lui-même, il a son existence, c'est-à-dire tout ce qui est par lui-même le cercle du milieu, qui est, vous voyez le dessin tel qu'il le représentait. Alors quand on regarde maintenant l'âme, on voit que l'âme est tripartite. Et la psyché qui est là, ou le cercle qui la représente, on voit qu'elle est tripartite, c'est-à-dire qu'elle est à la fois une et constituée de trois principes ou de trois éléments. Un, c'est l'intersection entre l'âme et le cercle d'en bas qui est le monde sensible. Donc, autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui fait la sensibilité de la vie. Donc on peut mettre de l'âme dans tout ce que l'on fait. Et l'on peut retirer une relation d'âme avec tout ce à quoi on se relie. Si on met de l'âme dans la culture, si on met de l'âme dans la civilisation, on peut peut-être penser effectivement qu'on a un vecteur pour un monde nouveau et meilleur. Puis on a une intersection. Et l'intersection de la même âme intermédiaire, ce pont entre l'intelligible et le sensible, qui est avec l'esprit. Cette zone intermédiaire de l'âme, c'est la partie de l'âme qui est la plus élevée, qui est la plus supérieure, et qui est en contact direct avec l'esprit, l'esprit étant tout ce qui se rapporte aux essences, tout ce qui se rapporte à ce qui touche l'universalité. Alors là, on a les trois parties de l'âme, et c'est ce que je peux donner maintenant comme une sorte de phrase, disons, qui recouvre un peu l'intégralité de ce qu'on vient de voir. L'âme, c'est un principe vital, vital, sensible, et la sensibilité ne vient pas de la raison, hein, la raison est froide, hein. La sensibilité vient du cœur, la sensibilité vient de l'âme. Bon, il y a vie, sensibilité et un principe spirituel, et là, il y a les deux voies, immanent et transcendant. Il y a la partie de l'âme qui est transcendante, c'est celle qui est en contact avec les lois universelles. Autrement dit ici, hein, intersection avec l'esprit. Et la partie qui est vitale, c'est la partie qui est en intersection avec la corporité, la réalité sensible. Et la partie qui est des émotions, des sentiments, c'est le propre de l'âme lui-même. Alors, voilà ce que je veux simplement dire.
j'avais des textes, mais je ne vais pas les lire parce qu'on n'a pas le temps de les lire. Mais quand même, ce que je veux dire, c'est que nous avons, dans l'histoire de la philosophie occidentale, parce qu'on ne peut pas parler de la philosophie orientale maintenant, les 7 écoles de philosophie en Inde et toutes ces choses-là, on ne peut pas parler de tout ça. Mais par contre, dans la philosophie occidentale, nous avons un grand philosophe qui, lui, parle précisément non seulement de l'âme, mais du chemin pour qu'elle se réalise, du chemin pour qu'elle accomplisse sa destinée, qui somme toute est la destinée de l'être humain, c'est Platon. Alors, Platon nous a légué un programme qui est constitué de ce qu'on connaît aujourd'hui, les dialogues, ce qu'on appelle les dialogues, les livres, etc., qui sont interprétés comme s'il s'agissait d'une systémique, d'une pensée systémique. C'est pas vrai. Platon nous présente un programme de réalisation de soi. Alors c'est ça aussi qui est intéressant. D'abord, on va voir comment est-ce qu'il définit l'âme. Je vous donne une référence, c'est dans Alcibiade, dans le dialogue Alcibiade. Comment est-ce qu'il définit l'âme? Il dit la chose suivante: l'âme, c'est l'être humain. C'est clair. L'âme, c'est l'être humain. Ce qu'il vise, c'est l'accomplissement de l'âme, par conséquent l'accomplissement de l'être humain. Il donne un programme dont la structure, je dis schématiquement, je peux, encore le temps, hein, merci, je te remercie, dont la structure est basée sur 2 éléments fondamentaux chez Platon. Un, c'est le paradigme de la ligne. Alors le paradigme de la ligne, c'est une ligne qui part du monde sensible jusqu'au monde intelligible, jusqu'au monde des archétypes, jusqu'au monde de tout ce qui est universel. Et cette ligne qui est là, qui est le paradigme de la ligne, c'est un chemin qui est le chemin méthodologique pour que la conscience puisse, en étant dans le monde sensible, petit à petit, s'éveiller aux dimensions intérieures qui sont les dimensions spirituelles. Ça, c'est un des éléments qui structure l'intégralité des dialogues platoniciens qui sont très intéressants. Et puis, donc, c'est là la vision quadripartite de la ligne. On ne peut pas développer ça, mais si vous voulez, c'est un peu ce qui permettrait de transformer ce cercle, ces 3 cercles qui sont dans une relation verticale, à une relation maintenant où les 3 sont complètement en interrelation avec les uns avec les autres. Et ce que je veux dire, je ne peux pas faire le dessin, c'est les 2 cercles comme ça et le 3e cercle comme ça. Donc, si vous comptez toutes les spécificités, vous arriverez au septenaire. C'est-à-dire une situation qui est septenaire. Autrement dit, une constitution et une vision de l'être humain qui est septenaire. C'est quelque chose qu'on rencontre et qu'on étudie aussi de notre côté. Donc l'autre vecteur, c'est l'âme tripartite, et qui est exactement ça, l'âme tripartite. Parce que le pont entre le visible et l'intelligible, nous, la conscience, le lien qui doit être fait entre l'universel, l'immortel et le mortel et le sensible se passe au travers de l'âme. Alors pour qui résonne avec cela, bon, mais il y a un patrimoine spirituel qui est très important, qui est pensée et pratique. Les 3, je les citerai simplement, Catherine, les 3 dialogues qui sont centraux par rapport à cette vision de l'âme, aux enseignements qui nous sont donnés, c'est d'une part Phèdre, c'est un des dialogues qui s'appelle Phèdre, qui nous parle de la nature de l'âme, et c'est là où il y a la fameuse image du chariot ailé tiré par un cheval blanc et l'autre cheval noir, avec un cocher, et qui doit essayer de faire le mieux qu'il peut, et c'est la conduction de l'âme, notre propre conduction intérieure, qui est très intéressant à voir. Le deuxième, c'est la République. Là, il s'agit du comportement de l'âme, c'est là où on voit l'âme tripartite, et puis c'est de la philosophie vraiment très pratique. Et le troisième, c'est Phédon, qui nous parle de entre autres de la mort de Socrate, où il fait parler Socrate, qui arrive juste au moment où il va prendre la ciguë, où il va prendre le poison, et il est en train de parler et de transmettre un message qui est tout à fait merveilleux. Je voulais vous lire une petite partie, mais je ne pense pas que nous en ayons le temps. En tout cas, toute la pensée, qui est la pensée platonicienne et néo-platonicienne, et avant cela, toute la pensée présocratique, par exemple, n'est-ce pas,
qui est aussi extrêmement riche à ce niveau-là, tout l'héritage pythagoricien. Il y a toute une ligne dans l'histoire qui continue. Vous savez aussi que dans la Renaissance, il y a également des éléments qui réapparaissent qui sont aussi très importants. Il y a de lignes spirituelles. Nous nous intéressons à cette ligne spirituelle. Nous cherchons dans notre école de philosophie à réactiver cette ligne spirituelle qui considère la philosophie comme pensée, comme pratique, comme une mise en œuvre, comme une mise en pratique, avec une vision spirituelle qui est celle qu'on est en train de vous dire. Donc la finalité, c'est comment harmoniser les trois dimensions, les trois parties, les trois principes qui constituent l'âme. Voilà quelle est la pensée au niveau platonicien. Pourquoi? Parce que si on n'arrive pas à harmoniser, on va être déstabilisé. On n'arrivera pas à conduire sa vie avec une certaine destinée. Et puis, si tu veux, je dirais simplement un petit point, là, c'est que dans les mystères orphiques, Orphée, j'ai déjà entendu parler de ça, dans les mystères orphiques, les mystères pythagoriciens, il y a toute une richesse extraordinaire pour qui a une conception que l'être humain est corps, âme et esprit. Eh bien, c'est la psyché qui, via les mystères orphiques, on n'aura pas le temps de parler de ça, mais enfin, c'est pas non plus le cacher, hein. C'est toute une pédagogie, c'est toute une voie, via, on va dire, l'enseignement pratique qui se rapporte aux mystères orphiques, en relation avec les mystères pythagoriciens, en relation avec l'enseignement platonicien, eh bien, c'est la psyché qui devient âme. Et là, il y a une distinction qui est faite entre la psyché et l'âme. Et dans cette vision de l'orphisme, la psyché, qui est le psychisme et tout ce qui peut être la vie psychique, devient âme lorsque la conscience a réussi à se relier à l'étincelle de divinité qui se trouve à l'intérieur de l'âme. C'est rêver, hein? Bon, alors, si Oui, je résume, Denis, résumons. tout ce que tu viens de dire. Donc, le mouvement de l'âme est double. Il y a un mouvement descendant et un mouvement ascendant. Ce mouvement descendant est intéressé et attiré par toutes les choses de la matière. C'est naturel. Nous avons besoin de manger, de s'habiller, de travailler. Donc... Mais vous voyez qu'il y a quand même une tension, parce que si on faisait... Peut-être oui, je pourrais faire ça. Regardez. Cette âme est tentionnée, parce qu'elle est tentionnée par ce mouvement vers le bas, qui est dans le royaume en fait de la quantité. Plus on en a, et mieux c'est, n'est-ce pas? On est heureux quand on a chaque fois plus, c'est bien connu. Donc, et cette quantité qu'on ne peut pas toujours avoir peut provoquer, générer en nous du stress, de la peur, toutes les angoisses existentielles que nous connaissons aujourd'hui. Donc ça, c'est ce mouvement descendant. C'est à la fois un mouvement naturel, mais que si nous devenons obsédés par ce mouvement descendant, il va générer tout un ensemble de maladies que l'on appelle les maladies de l'âme. Le mouvement ascendant, on n'est pas ici dans la logique du ou, hein. C'est la logique du et, c'est-à-dire c'est une possibilité à l'âme d'avoir ce mouvement ascendant parce qu'elle en elle, elle a, c'est ici, elle a cette intuition, ce début d'intuition qu'il existe quelque chose d'autre, qu'il existe quelque chose de plus grand. Et ceci, comment on a cette intuition-là? Par ce que l'on va appeler un inconfort spirituel. Il y a l'inconfort matériel, mais il y a l'inconfort spirituel. Celui qui nous fait sentir que ce n'est pas possible que la vie que nous menons se résume seulement à manger, dormir et s'amuser. Ce n'est pas possible. Il y a autre chose. Cet inconfort spirituel va nous mettre en quête. De pouvoir répondre au moins à quelques questions. Et alors, on peut chercher dans différentes directions, bien sûr.
C'est la grande quête de l'humanité, c'est la grande quête de l'humain, elle est naturelle. On a parlé tout à l'heure de Platon. Platon va dire quelque chose de très joli. Il va dire savoir, c'est se souvenir. Ah, ça fait réfléchir ça. Ça veut dire que quand nous naissons, nous ne naissons pas simplement vides. Nous arrivons avec quelque chose. Mais ce quelque chose est endormi. Il y a quelque chose en nous qui sommeille, il a besoin d'être réveillé. Comment allons-nous réveiller cette partie endormie? En se mettant devant l'ordinateur, en lisant Wikipédia, en écoutant toutes les choses qui se disent aujourd'hui? Probablement pas. Donc ça veut dire qu'il faut aller réveiller cette partie métaphysique, en fait, que certains vont appeler les idéaux ou les archétypes. Ça dépend de comment on va regarder cela. Pour aller réveiller ces idéaux, réveiller ces archétypes, il faut être au contact de ce qui va favoriser cela. C'est pour cela que toutes les philosophies, tous les grands philosophes d'Orient, d'Occident vont parler de l'éducation philosophique. Et pour pouvoir créer une ambiance à l'âme. Parce que l'ambiance est fondamentale. Comme ce soir, par exemple. C'est-à-dire, c'est pas la même chose cette activité en ligne, par exemple, avec Zoom, ou cette activité entre nous, où tout à l'heure, nous allons partager un verre, par exemple. Et nous avons besoin d'une ambiance, nous avons besoin de nous retrouver dans quelque chose qui va permettre de faire vibrer en nous. Dans cette éducation, c'est une éducation qui n'est pas simplement une éducation de l'âme, c'est une éducation corps, âme, esprit, évidemment. La meilleure personne, effectivement, qui nous a donné le plus de détails est Platon. C'est-à-dire, le corps est un magnifique symbole et un magnifique outil. C'est un outil précieux pour nous permettre d'être là déjà, d'être ensemble. Mais lui aussi, il a besoin qu'on s'occupe de lui et qu'on lui donne les meilleures choses pour qu'il puisse être le plus bel instrument qui exprime ce qui est à l'intérieur de nous. Quant à l'éducation de l'âme, alors ça va être en relation beaucoup avec tout ce qui va favoriser l'expression. Alors ça peut être la rhétorique, ça peut être le théâtre, ça peut être la poésie, ça peut être tous les arts visuels. Et c'est pour ça que toutes les formes d'art qui nous viennent des civilisations anciennes sont impressionnantes. Parce que même si on ne connaît pas le symbole, mais nous sommes touchés. Tellement de personnes sont allées en Égypte sans connaître le symbolisme égyptien et sont revenues bouleversées. Ou d'une autre civilisation, il y a quelque chose qui se passe, il y a une communication qui se passe. Et donc, si on crée cette ambiance qui favorise le souvenir, en réalité, alors on appelle et on se met en contact avec, comme disait Denis tout à l'heure, la partie divine en nous. Et il faut que l'on ose le dire. Tous les philosophes, toutes les philosophies l'ont dit. Alors simplement nous réduire à une sorte de masse biologique est terrible, parce que c'est au plus profond de soi que l'on va rencontrer la beauté, la bonté, la justice aussi. La justice n'est pas quelque chose à l'extérieur de nous-mêmes. Et aussi, ça peut nous permettre de partir de nous, puisque je reviens à cette idée du début, c'est-à-dire tout part de soi, c'est-à-dire que je peux transformer ma vie. Je peux reprendre ma vie en main et je peux décider de la tonalité ou de la couleur que je veux lui donner. Mais pour cela, évidemment, il y a besoin d'une éducation. Nous l'appelons l'éducation philosophique, évidemment, parce que c'est une éducation intégrale. Ce n'est pas, on éduque soit le corps, ou soit l'âme, ou l'esprit. Non, non, ce n'est pas la logique du ou. C'est au contraire retrouver l'intégrité.
un mode de vie intègre. Et l'intégrité, c'est retrouver l'union de ces plans-là. Il n'y a pas quelque chose qui est mal ou quelque chose qui est meilleur. Il y a quelque chose qu'il faut retrouver pour redécouvrir les voies de l'harmonie, comme disaient si bien certains philosophes. Et sincèrement, je pense qu'il y a une urgence. Et Denis le pense aussi, même si Nouvelle Acropole existe dans le monde depuis plus de 63 ans maintenant. Mais je dirais que là, depuis les 2 dernières années, il me semble que c'est plus évident. Il me semble que que la situation est plus alertante aussi. Et qu'il y a plein de lumières qui s'allument là et qui auraient tendance à faire passer l'être humain pour absolument ce qu'il n'est pas. Et nous ne sommes pas du tout, Denis et moi, ni à l'Acropole des adeptes du transhumanisme. Nous pensons que l'être humain peut redécouvrir sa dignité, sa beauté, sa justice intérieure. Et comme tout part de soi, ça veut dire que c'est l'être humain qui est la clé pour résoudre ce qui se passe en ce moment. Mais un être humain qui a rencontré le meilleur de lui-même, qui a rencontré, qui arrête d'avoir peur, parce qu'il y a beaucoup de peur aussi, qui redécouvre une tranquillité, une sérénité. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il y a un effort à faire. Je sais que ce n'est pas facile à entendre, parce que nous sommes plus ou moins dans le grand confort. C'est un drôle de confort, je trouve, mais c'est un effort pour aller à l'intérieur de soi-même. Et cet effort pour aller à l'intérieur de soi-même va nous aider à vivre bien, à vivre en tant qu'être humain et non pas en tant que machine obéissante ou servile. Oui. Je dirais que ce que je suis en train d'expliquer là, c'est le programme que nous développons depuis tellement d'années, qui est un programme pour se reconnecter à soi, pour se redécouvrir, pour se connaître profondément. Se connaître n'est pas simplement connaître le goût des couleurs, de qu'est-ce qu'on aime boire, manger. Non, connaître notre identité profonde. Aujourd'hui, l'on parle d'identité. Pour nous, l'identité, elle n'est pas dans le corps. L'identité, elle est dans nos idéaux, elle est dans nos rêves, dans nos aspirations, dans ce que l'on veut faire dans la vie. Là est notre identité. Mais il faut qu'on le découvre. Personne ne va nous dire, voilà, c'est ça que toi tu dois faire dans la vie. Non, non, ça c'est un chemin que chacun d'entre nous doit faire. Mais nous avons besoin d'aide, nous avons besoin des maîtres de sagesse, nous avons besoin de ces philosophes qui, sous toutes sortes de formes, sous toutes sortes de vocabulaire, nous ouvrent l'esprit, nous ouvrent l'âme. Et c'est là, on revit intérieurement parce que c'est comme une injection d'oxygène, là, de vrai oxygène. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous dire ce soir. Injection. Injection. Oui, oui, oui. Il y a 2 types d'injections, vous voyez. C'est l'antidote. Bien, oui, bon, écoute, voilà, donc je vais quand même lire le texte de la fin. Tout ça, c'est l'œuvre de Platon. Hein. Surtout quand on regarde que c'est du papier qui est très fin. Oui. Donc, ce que Catherine nous a brillamment présenté, c'est une quête. Et comme on a compris, le résultat de la quête n'est pas un automatisme. C'est un résultat qui est celui du mérite. Le nôtre. Autrement dit, ça veut dire que dans cette voie, il n'y a pas une quête et c'est tout. Il y a une quête et une conquête, qui est la conquête de soi. Le texte que je vais vous lire vient du Phédon, c'est pour la référence. Voilà, c'est dans la référence exacte, c'est 114 D, 114 petits D dans le Phédon.
Alors voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ici que Socrate est à quelques minutes de boire la ciguë. Donc il est en compagnie de tous ceux qui l'entourent et il va parler ainsi. Il dit, concluons. C'est exactement pour ces raisons, celles que je viens d'exposer, qu'il faut tout mettre en œuvre pour, en cette vie, participer à l'excellence et à la pensée. Le prix à remporter est beau et l'espérance est noble. Certes, prétendre à toute force qu'il en va exactement comme je viens de le dire, cela ne convient pas à un homme qui a quelque intelligence. Mais qu'il en aille ainsi, ou à peu près ainsi, parce qu'il parle de l'âme immortelle, de nos âmes et de leur séjour, si du moins l'âme est vraiment une chose immortelle, voilà au contraire, me semble-t-il, ce qu'il convient de soutenir. Voilà le risque que doit courir celui qui croit qu'il en est ainsi. Alors si je lis ce texte-là, c'est parce que ça s'adresse directement à nous. Il n'y a pas une affirmation comme une preuve mathématique que l'âme existe, que l'âme immortelle existe. Cette partie supérieure qui est en relation avec l'essence divine, c'est exactement ce que Platon nous dit au travers de Socrate. Voilà le risque que doit courir celui qui croit qu'il en est ainsi. Car c'est un risque qui vaut la peine d'être couru. Et tout cela, il faut en faire pour soi-même comme une incantation. C'est bien pourquoi d'ailleurs, depuis un bon moment, je n'en finis pas avec ce mythe, celui qui est en rapport avec l'âme immortelle. Pour toutes ces raisons donc, il doit avoir confiance en ce qui regarde son âme, l'homme qui, sa vie durant, a congédié les plaisirs que le corps procure, comme tout ce qui sert à le parer et à l'arranger, en voyant promener tout cela comme autant de préoccupations qui lui sont étrangères, et dont il pense qu'elles font finalement plus de mal que de bien. Au contraire, les plaisirs et les soins liés au fait d'apprendre, c'est à eux qu'il a consacré tous ses efforts. L'arrangement qu'il a donné à son âme, ce n'est pas une parure étrangère, c'est son arrangement à elle. J'entends par là modération, justice, courage, liberté, vérité. C'est ainsi qu'un tel homme attend calmement son voyage vers l'Hadès, prêt à le faire quand le destin l'appellera. Pour chacun d'entre vous et tous les autres, ce voyage est remis à plus tard, à un moment qu'on ne connaît pas. Mais moi, pour parler comme un personnage de tragédie, c'est maintenant, déjà que le destin m'appelle. D'ailleurs, ça doit être à peu près l'heure de prendre mon bain, car j'aime mieux m'être lavé avant de boire le poison, pour ne pas donner aux femmes la peine de laver un cadavre. Voilà, donc ça veut dire que c'est ça un peu le mot de la conclusion. Écoutez, c'est un beau risque. C'est un beau risque à courir. Il suffit qu'il y ait une résonance à l'intérieur de soi pour se dire, bah, ça vaut le coup de se connecter à ces enseignements-là au cas où, puisqu'il nous parle de la réalisation de l'être humain. Voilà, Catherine, on a fait quand même 1 heure, puisqu'on a commencé avec un petit décalage. Hein. Donc, on peut avoir un... Ouais. On est content. Alors, merci en tout cas d'avoir fait un bout de voyage avec nous à l'intérieur de l'âme. Ce n'est pas terminé, hein, parce que c'est un grand voyage. Pour ceux qui vont quitter, je souhaite, si je peux me permettre, que la force d'âme soit avec vous. Pour ceux qui restent, nous avons un petit cocktail, c'est parce que nous sommes très heureux de célébrer avec vous la nuit de la philosophie. Et s'il y a des questions, s'il y a des échanges, alors voilà, nous sommes à disposition et ça va nous faire la pause masque. Voilà. Merci à vous. Merci à vous.